Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. La loi numéro 2015-08 du 23 janvier 2015 portant code de l'enfant en République du Bénin impose le devoir d'éducation des enfants en son article 36 qui dispose entre autres que les parents ou toute autre personne ayant à charge l'enfant sont responsables au premier chef de son éducation et de son épanouissement. À ce titre, poursuit la loi, ils ont le devoir d'assurer les conditions de vie indispensable à l'épanouissement de l'enfant. L'article 7 de la même loi impose aux parents le devoir de fournir des conseils et orientations à l'enfant. Mais l'exercice n'est souvent pas facile, surtout quand il s'agit des questions de sexualité et en plus soumis à des considérations religieuses ou parfois sociologiques. Et on en parle dans cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous dans ce studio Sa Majesté Dada Dahagbo Ounan II. Et avec lui, nous avons l'imam Izi Sherif Inoussa de la mosquée centrale de Kokokodji. Et nous avons également Vénérable Suprême Évangéliste Azogan Célestin. Alors, d'entame de jeu, nous avons proposé pour vous quelques propos à recueillir au sein de la ville de Parakou où quelques citoyens nous disent s'ils arrivent véritablement à échanger avec leurs parents, surtout quand il s'agit de sexualité. Avec les parents, on n'aborde pas le sujet de la sexualité en tant que tel. Si on parle de la sexualité, c'est juste pour donner des conseils que, bon, à un certain âge, il ne faut pas sortir avec des hommes, il faut attendre et avoir son travail d'abord et c'est tout. Sinon, parler de sexualité comme j'ai un copain ou bien j'ai eu des rapports avec quelqu'un, avec les parents à la maison, bon, c'est pas encore arrivé. Bon, la première personne avec qui j'ai parlé de la sexualité, c'était ma camarade de classe et c'était en seconde. Mais bon, comme il y a des sujets sur lesquels j'aurais aimé qu'on discute un peu plus en profondeur avec moi pour que je puisse mieux comprendre comment dit-on, les rapports sexuels et je ne sais pas trop comment ne pas tomber enceinte, comment se protéger, comment calculer ces cycles, les choses comme ça. Bon, je n'avais pas pu discuter avec les parents à la maison. J'arrive pas à parler de la sexualité avec mes parents parce que c'est eux qui doivent m'aborder pour en parler, mais ils ne viennent pas vers moi. Donc, ce n'est pas moi qui ira vers eux pour en parler. Ma première relation sexuelle, je n'ai pas informé les parents. J'avais vraiment peur. J'avais peur, bon, je me disais quand je vais informer à ma mère, soit à mon père, il allait s'enfoler, quoi. Donc, il allait se fâcher contre moi. Alors, chers invités, je commence par Sa Majesté Dada Dahagbo Ounan II. Vous avez suivi ce micro-trottoir. Dites-nous quelles sont vos impressions par rapport à cela. Merci, madame. J'ai suivi ce micro-trottoir avec fierté et plaisir parce que ça nous interpelle tous et ça nous en dit long et ça nous appelle sur la responsabilité de tout un chacun de nous. Alors, je vais vers Vénérable Suprême Évangéliste. Oui, je pense qu'avec ce radio-trottoir, nous voyons que les enfants ont peur de s'approcher de leurs parents. Et ils sont obligés de se confier à leurs camarades. Et s'ils n'ont pas la chance de tomber sur de bons camarades, ils vont déserter les lieux. Et aussi, j'ai vu aussi que les enfants attendent que les parents se rapprochent d'eux pour les écouter. Ça veut dire qu'on sent qu'ils sont dans le besoin, mais ils ne savent pas comment s'approcher des parents. Donc, il revient aux parents maintenant de tout faire pour ne pas s'écarter de leurs enfants. Alors, Imam. Merci, je remercie mon chargé de communication. Je crois que c'est le moment de dire
que les enfants doivent, et les parents doivent être en perpétuelle communication sur tous les sujets, sans exception. Sans être gendarme. Et apprendre à écouter au moins. Et ça facilitera la vie ensemble, l'éducation des enfants. Voilà. Alors, Majesté, nous parlons de le dialogue entre parents et enfants. Qu'est-ce qu'on peut comprendre véritablement par le dialogue entre parents et enfants? Bien, ça c'est des thèmes qui arrivent, comme je le dis, chaque période a ses thèmes. Parce que quand je suis en famille, je fais des enfants, je me dois de parler avec mes enfants, je me dois de m'occuper d'eux et je me dois de leur donner des conseils. Et c'est bien stipulé dans le Code du travail, en son article, je crois, 38, qui dit bien qu'il faut donner des conseils orientés. D'accord? Donc ça situe la responsabilité des parents, que nous sommes. D'accord? Et en même temps, indirectement, ça appelle une responsabilité des enfants qui sont en face de nous. Et ça appelle la jouissance de leurs droits. Il faut leur donner leurs droits. Et ça fait fierté, c'est une fierté, je dis. Quand j'entends ce genre d'expression-là, ça me donne la joie au cœur qu'il faut que la famille s'unisse. Et si la famille s'unit, c'est la nation qui s'unit. Parce que la nation est composée de toutes ces familles-là. Voilà, Vénérable Suprême, nous parlons aujourd'hui un peu plus de la difficulté qu'a les parents d'échanger avec leurs enfants sur les questions de sexualité. Et selon vous, qu'est-ce qui peut causer cette situation où on a du mal de parler du sexe à son enfant? Non, ce n'est pas qu'on a de difficultés. Vous voyez que c'est l'évolution dans le temps et dans l'espace qui a fait ça. Sinon, depuis dans les anciens temps, nos parents nous éduquaient. Quel est cet enfant dans l'ancien temps qui n'a pas été éduqué? C'est peut-être que c'est la manière qui a changé. Avant, déjà, dès le bas âge, on t'apprend, déjà à partir de 9 ans, 10 ans, quand on voit déjà que tu commences pas à changer. C'est une question de genre. Tu commences pas à changer. Que ce soit homme, que ce soit femme, on dit, ah, alors là, cet enfant a commencé par changer, il grandit. Et là, nos mamans nous appellent, surtout les jeunes filles, comment faire à tel étape, voilà, tu es à telle étape, hein, c'est comme ça on fait la toilette intime, c'est comme ça on fait ci, c'est comme ça on fait ci. Mais avec le temps maintenant, et avec la modernisation, où nous avons la télé partout, nous avons la radio partout, et surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont échappé aux parents. Et heureusement qu'avec le temps maintenant, les parents se sont ressaisis. On s'est ressaisis, maintenant on dit, ah vraiment, nous ne devons pas laisser notre rôle, mais nous devons l'adapter au développement. Alors, Imam, nous parlons des réseaux sociaux, nous parlons des amis, la télé et tout. C'est vrai, la télé n'existait pas, par exemple. Il faut dire que les choses évoluent au fur et à mesure et les enfants apprennent tel qu'évolue la période. Comment un parent peut canaliser cet état de choses? Ah, c'est une question intéressante. Bon, dans l'ancien temps, je crois que l'éducation, on vivait tous dans la même famille, beaucoup plus. Il y a la grand-mère, il y a le papa, il y a des oncles, il y a tout le monde. Donc l'enfant est éduqué par pratiquement toute la famille. Même pas le quartier aussi. C'était un quartier bien, c'est pas le quartier qu'on a aujourd'hui. Donc c'était beaucoup plus facile avant. Bon, maintenant, comme vous dites, il y a les réseaux sociaux, vous éduquez d'une manière, ils amènent autre chose, ils vont montrer des choses qui se passent ailleurs, aux États-Unis, partout. Hein? On a vu y avoir à la télévision des enfants d'un collège à Cotonou, où des jeunes étaient entièrement dans la sexualité. Donc, un enfant voit tout ça. Et quand vous voyez, vous devez revenir aux enfants pour leur dire. J'ai eu la chance de recevoir un peu ces conseils. Parce que tout jeune, je suis allé très loin de mes parents, à Djou, alors que je suis à Kokoadi. En allant, ma maman me disait, ah,
mon enfant, tu vois comment je suis? Je n'ai pas grand-chose, hein. Occupe-toi de tes études. Et puis il faut être correct avec tes professeurs. Hein? Donc c'est ton travail. Bon, il nous disait ça. Mais la sexualité ne passait pas toujours. Mais ils attirent l'attention dessus. Quand je revenais en vacances, quand mes camarades ont fait des turpitudes, on me dit, ah, attention, tes camarades là, ils ont fait ci, hein, ils ont peut-être violé une fille, il faut faire attention. Hein. Bon, ça s'arrêtait là. Le plus grand que j'ai eu, c'est que mon père, quelqu'un lui a offert une femme du village. Il dit, bon, on va donner ça à mon papa. Mon maman est venue me demander, j'étais en 5e. Ah, voilà ce qui se passe. Bon, demandez mon avis. Vous voyez que quand même dans le temps, il y avait toujours déjà un peu de communication. J'ai dit, ah, comment? Mon papa va prendre cet enfant alors que moi j'ai du mal déjà à aller jusqu'à Djon, tout ça. Donc c'est difficile ça. Pour moi, je voulais devenir instituteur à l'époque. Il me restait encore 3 ans. J'ai dit, mais quand il va devenir instituteur, je suis obligé de prendre en compte tous les enfants qui vont naître là. Et que je ne suis pas prêt de le faire. Et qu'en plus, ils vont venir avec leurs problèmes de spiritualité, nous causer des ennuis. Bon, ma maman n'a rien dit. Elle est partie transmettre ça. Mon papa ne m'a pas demandé. Et après, bon, j'ai entendu parler de cette deuxième femme. Ouais. Mais j'aurais été heureux s'il y avait cette deuxième femme-là. Ah bon? Parce que j'aurais beaucoup de frères derrière. Et ça aurait été bien. Alors, voilà. Majesté, vous êtes leader religieux. Et une sensibilisation pareille, montrer aux parents qu'il faudrait de plus en plus former les enfants sur ce sujet et tout. Comment arrivez-vous à gérer ça? Non, je dis, les parents étaient à la hauteur de leur tâche. Je pèse bien mes mots. Oui. Les parents étaient à la hauteur de leur tâche. À un moment donné de la vie, il y a ceux qui s'occupent des enfants garçons, il y a ceux qui s'occupent des enfants filles par rapport à la sexualité. Et puis après, il y a eu ce que nous appelons sous l'arbre à palabre, où on parle d'un peu de tout. Mais c'est toujours adapté à l'âge et au temps. Donc aujourd'hui, ça arrive où il faut sensibiliser. Sensibiliser du fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on est à la copie conforme de l'Occident. On est à la copie conforme de l'Occident. Où tout ce qui se passe là-bas, et il faut mimer ça ici. Il y a les réseaux sociaux qui sont là, où en tapant sur les trucs là, on peut voir tout ce que l'on veut. Mais dans ce pays, dans un passé récent, la télé c'est peut-être 3 fois par semaine. Mais aujourd'hui, on en a un peu partout. Ça pullule au bord des goudrons, tout comme la cassette que l'on vend. Donc, que tu veuilles ou non, l'enfant au bord du goudron voit le feuilleton là. Il ne vient plus à la maison. Alors que pendant ce temps, tu donnes une éducation, tu donnes une ligne de conduite à ton enfant, la rue, l'école, les réseaux sociaux, les téléphones disent autre chose. Bon, nous nous trouvons devant un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et de réflexion en réflexion, le constat a été fait que si nous passons par les leaders religieux, les coutumiers, les communicateurs traditionnels, nous pouvons percer la masse populaire qui écoute bien ces derniers. Parce qu'en fait, l'argent que l'État doit dépenser dans la santé, l'État préfère dépenser ça pour la construction des routes,
pour la construction des écoles, pour la construction des hôpitaux, ainsi de suite. Même chez nous, à la maison même, si nous avons de l'argent pour faire autre chose, au lieu de mettre ça dans la santé, ça désorganise tout. Et c'est pour cela qu'en faisant appel aux leaders religieux et autres là, c'est pour pouvoir actionner cette machine de l'espacement de naissance pour mieux s'occuper des enfants, de donner une bonne éducation pour éviter les grossesses précoces, les grossesses non désirées. Donc de ne pas se donner victime à tout venant pour aller se coucher aux gens. De même qu'aux garçons, de ne pas aller grossir des femmes sans pouvoir s'assurer de son avenir et créer de charges nouvelles aux parents. Donc cette sensibilisation est telle que nous disons, nous devons agir sur le comportement des nôtres, des leaders, pour qu'ils comprennent. Parce que quand un mot arrive à un moment donné, il faut que tout le monde ait la même compréhension. Quand on parle de planification familiale, tout le monde pense que c'est qu'il faut arrêter de faire un enfant, il faut faire ci, il faut faire ça. Et dès lors que vous rentrez dans une religion donnée, les expressions sont là. L'expression de naissance, je fais l'enfant, peut-être en une période de 3 ans, en une période de 5 ans, oui. Et ça existait. Maintenant que nous sommes dans un monde moderne, on est en train de tout mettre à la copie occidentale, sacré, assez de choses. C'est vrai que nous voulons le développement. Nous voulons être à la hauteur des autres, nous ne voulons pas être à la traîne. Mais nous devons faire en sorte que ça puisse prendre en compte nos réalités du terrain. C'est assez dense. Vénérable suprême, comment ça se passe à votre niveau, au sein de votre paroisse, avec vos fidèles? Comment abordez-vous cette thématique avec eux? Non, au fait, que ce soit sur nos paroisses, vous avez dit sur ma paroisse, oui, sur ma paroisse ou à la maison, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus écarter les enfants pour dire allez-y. Avec tout ce que Dada vient de dire, nous ne pouvons pas les laisser dire bon, évoluer. Donc, je suis obligé de communiquer avec mes enfants ou fidèles. Mais ça n'a pas été fidèle et facile. Parce qu'en son temps, j'étais vraiment catégorique. J'étais un gendarme. Quand on dit oui, c'est oui. On ne doit pas passer à côté. Mais avec le temps, et grâce aux formations, et c'est le lieu de remercier nos partenaires, que je ne vais pas trop citer, mais je vais citer au moins l'ambassade des Pays-Bas à travers ABMS et UNFPA. J'ai changé. Donc j'ai laissé beaucoup de choses et j'ai changé de stratégie. Si bien que je les appelle, je dis bon voilà, à tel niveau, il faut ci, il faut ci. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est comme ça que tu dois faire. Et même je peux même donner l'exemple de ma propre fille qui a commencé par s'agiter et depuis 3e. Et j'ai dit, ah, ça là, si je la laisse, elle ne peut me donner de bons résultats. Je suis obligé de la capter ensemble avec sa maman. Et là, et avec l'appui de la sage-femme, on a vraiment essayé de la maîtriser. Et là, aujourd'hui, maintenant, elle est exemple. Et c'est avec ça que je dis, voilà, pour l'exemple de telle fille, elle a eu son bac avec une mention. Et ça, et ce n'est pas seulement les filles. Parce que les filles ne font rien sans les garçons. Donc il faut aussi sensibiliser les garçons. Parce que si on laisse, on dit que c'est un peu le programme, toutes les filles à l'école. À un moment donné, on a vu que vraiment, c'est tous les enfants à l'école. Et comment vos enfants ont reçu ce changement-là? Papa qui criait en temps pour tout, qui voulait qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, à un moment donné, veut même qu'on échange. Et comment ils ont reçu ce changement-là? Pour eux, là, ils ne savent pas que c'est grâce à ces formations. Et non seulement ces formations, il y a aussi Dieu qui change. Je ne peux pas dire que c'est l'heure de Dieu qui a sonné.
Ce n'est pas parce que je suis responsable d'église que je suis déjà exemplaire. Non. Donc c'est Dieu qui change. Ça, les étonne, papa dit, hey, papa, c'est toi qui parles comme ça. C'est toi qui fais ça. Parfois même, en rentrant, je dis, ah, je t'amène quoi? Tu veux quoi? Et quand je dis ça, il dit, ah papa, tu n'amènes rien gratuit. Hein. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose derrière. Je dis, non. Et parfois, j'amène sans rien dire. Parce que ça, déjà, que c'est ma stratégie. Et ils sont étonnés de mon changement. Et je n'ai pas encore totalement changé. Parce que nous sommes des hommes. C'est ça. Alors, Imam, à votre niveau, c'est très courant de voir des fidèles qui disent chez nous, ça ne se passe pas comme cela et comme ceci. Comment arrivez-vous à convaincre ces fidèles-là de ce qu'est la bonne information, de ce qui doit se faire? Surtout la stratégie que vous adoptez avec eux. Oui, dans ma mosquée, la stratégie adoptée, c'est les prêches. Les prêches avec des exemples précis. Et ça opère un changement de comportement. Il y avait un jeune petit-fils. Un jour, il était venu dans ma mosquée, me voir et dit, bon, tel garçon, lui et moi, on n'a plus rien. Voilà, s'il ne tue pas aujourd'hui, mais quelle est cette histoire-là? Et tous les fidèles étaient là, et le couple est venu. Et c'est toujours lui qu'on crie dans le village. Il a fait ci, il se bagarre, il fait ça. Et au bout d'un certain temps, avec les prêches, il a changé littéralement. Et je lui ai demandé un jour, bien, comment tu as fait? Il dit, mais c'est les prêches là, que nous disons. C'est un changement de comportement radical. Sur les filles, il est devenu très responsable. Ses enfants ont payé leur scolarité maintenant, ils vont à l'école coranique et tout. Moi-même, tel que Jésus me dit, bon, envoie-moi telle chose. Rapidement, il me l'envoie, je peux lui payer après. Donc, ce garçon n'avait pas ce comportement. Donc, les prêches, que ce soit chez les musulmans, chez les chrétiens, dans les couvents, ça agit sur les enfants, ça déteint sur eux. C'est le rôle de la religion, ça. Quand on le fait avec conscience, ça déteint. Bon, maintenant, si tu le fais de manière mécanique, bon, tu seras encore toujours ce que tu es. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Alors, je rappelle aux fidèles téléspectateurs que nous recevons des leaders religieux. Nous sommes avec des leaders religieux, mais des leaders religieux pas comme les autres, puisque ce sont des leaders religieux qui sont membres de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, PNSR, PS Bénin. Et nous avons Sa Majesté qui est derrière le président. Président, à nouveau bienvenue à vous. La plateforme est née en 2017. Dites-nous d'où est partie la création de cette plateforme. Vous savez, dans le monde, rien n'arrive au hasard. Et j'ai eu à le dire, la santé coûte très cher. Et nous savons que si nous sommes bien sur le plan de la santé à la maison, la nation va se porter bien. Mais à un moment donné où il y a des déviances et il y a ces copies conformes qui arrivent, je crois que de grandes personnalités ont trouvé judicieux de passer par les leaders religieux traditionnels et communicateurs traditionnels pour pouvoir agir sur le comportement de la population. Toute la population étant disséminée dans les 3 grandes religions officiellement reconnues par le Bénin, à savoir la religion traditionnelle, la religion chrétienne et la religion musulmane. Donc du coup, il y a eu des projets et ce premier projet s'appelle les leaders religieux s'engagent. Et c'était donc de 2013 à 2016. Et les résultats obtenus sont si probants que il s'est révélé
qu'il faut fédérer les énergies, les mettre ensemble pour avoir de grands résultats sur tout le plan national. Et c'est comme ça qu'au 31 janvier 2017, au ministère de la Santé, à Cotonou, était montée sur les fonds baptismaux la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé. Mais tout ce qui appelle, répond au nom d'association, doit pouvoir être reconnu par l'État, et c'est comme ça que les textes fondamentaux ont été montés, adoptés, à savoir le règlement intérieur et les statuts, et du coup nous avons obtenu notre récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur, et puis après inscrit la plateforme au journal officiel du pays. Ça veut dire que c'est une plateforme agissant pour la santé et reconnue par l'État, le Bénin. Alors, Vénérable suprême évangéliste, dites-nous quel poste occupez-vous au sein de cette plateforme? Je suis au poste de chargé à la communication. Alors, ça veut dire qu'on aura plus de facilité à parler avec vous des différentes activités menées au cours de ces derniers mois au sein de cette plateforme. Oui, au cours de ces derniers mois, et avec l'appui de l'ABMS, nous avons eu des séances de plaidoyer à l'endroit des autorités politico-sanitaires et les leaders religieux des départements de l'Atlantique, de l'Atakora et de Borgo. Et après ça, nous avons formé 200 relais communautaires et sur le VBG, et association de naissance, et violence basée sur le genre, et comment dit-on, mariage forcé et précoce et la sécurité. Et en dehors de ces 200 relais communautaires formés, nous avons des centaines de relais avant formés, parce que depuis 2017 que nous sommes nés, nous n'avons pas croisé les bras. Donc on a activé les nouveaux relais, 200 relais formés, et les anciens aussi, qui sont sur le terrain en train de faire les sensibilisations jusqu'à présent, au cours des prêches, au cours des cérémonies traditionnelles, au cours des cultes, ainsi de suite. Et en dehors de ça, avec l'appui de UNFPA, nous avons suivi des formations sur la planification familiale, VBG, mariage forcé et précoce, et les manières de communiquer. Les manières de communiquer, parce que tout s'apprend. Donc, la manière de communiquer et les techniques de communication sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, nous avons, hier seulement, on a fait la mise en place du bureau départemental du Borgo pour la plateforme. Et demain, on va mettre en place le bureau départemental de l'Atakora. Mais en dehors de ça, ce matin, on avait une émission sur Radio Fraternité, et nous sommes avec vous maintenant pour cette émission qui n'est pas seulement les seules émissions. On a programmé 10 émissions à faire toujours avant fin 2000 de l'année. Bon, je ne sais pas, ainsi j'ai oublié, et Imam est là, le président est là pour me compléter. Alors, Imam Izi. Izi Chérif. Izi Chérif. Dites-nous, vous occupez quel poste au sein de la plateforme? Oui, je suis chargé des affaires financières et comptables. Et comment se fait la gestion des partenaires pour pouvoir vous appuyer et surtout pour vous accompagner dans cette noble tâche? Notre premier partenaire était l'ambassade des Pays-Bas. Il nous appuie par le biais de l'ABMS qui nous a montré la main, comment gérer ces fonds. Et on a appris beaucoup de choses là. Et ça doit être un exemple pour vous les femmes. Si je vous donne des sous pour acheter ce livre, il ne faut pas aller acheter des cahiers. Bon, si vous achetez des cahiers sans demander l'autorisation, vous devez rembourser. Donc, on a appris beaucoup de choses. Et l'UNFPA, nous le remercions beaucoup. Il nous a appuyés aussi. On a fait des missions stratégiques dans tous les pays. Et on s'est rendu compte que le slogan « Zéro grossesse dans les écoles » n'est pas encore une réalité. Donc, le ministère de la Famille
a vu que ça ne suffit pas d'injecter des sous. Ça ne suffit pas de dire un bien religieux de courir. Mais par contre, qu'il faut prier. Donc, nous, les leaders religieux, nous avons prié dans tous les 12 départements. Toutes tendances confondues. Hein. On a prié pour que ce message, zéro grossesse, devienne une réalité. Donc j'insiste dessus parce que nous sommes des leaders religieux. La prière a son importance. Aucun parent ne peut dire « je sais faire ». J'ai fait, j'ai donné, c'est parce que j'ai dépensé, j'ai fait ci. Non, c'est Dieu qui oriente, mais il faut faire quelque chose. Donc nous avons fait cette mission. Après, il y a une autre mission pour déceler nos faiblesses et nos réalités. Et tout ceci a été couronné par un siège à Bomé-Calabi, une salle de conférence. Siège de la plateforme. De la plateforme. À Bomé-Calabi, dans le marché Zoka, avec une salle, une grande salle de conférence, et l'installation que nous faisons, l'installation à Parakou, dans le Borgou, du bureau départemental. Histoire de se faire représenter pratiquement dans toutes les communes. Voilà, dans toutes les communes, dans tous les départements. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. Bon, s'il y a encore d'autres questions. On va parler des résultats obtenus juste là avec le président. Oui, je crois que le chariot aux affaires financières comptables n'est pas allé au fond. Parce que nous sommes sortis du cadre traditionnel qui est d'avoir un trésorier. Bon, mais nous avons dit un chariot aux affaires financières et comptables. Ça veut dire que c'est une fonction en bonne et due forme et il n'est plus appelé seulement à dire il faut faire sortir 10 francs, il faut faire sortir. Il doit avoir son œil, analyser, contrôler si cette dépense vaut la peine d'être faite. Parce que c'est l'argent d'autrui, c'est l'argent du contribuable, on doit bien gérer. Et le chargé à la communication, bon, doit veiller à ce que la plateforme soit visible. Et d'ailleurs, c'est sur ça là que s'est tenue la première assemblée générale ordinaire, je ne dis pas constitutive, la première assemblée générale sous le signe de la visibilité et de la lisibilité. Donc ça veut dire qu'il a fait un travail énorme pour qu'aujourd'hui on commence par se mettre à l'évidence qu'il existe une plateforme nationale qui s'occupe de la santé des gens. Et dites-vous bien, bon, la confusion demeure encore chez beaucoup de gens. Parce qu'on dit plateforme des leaders religieux. Nous avions des plateformes des structures religieuses. Et chaque structure religieuse a des milliers de membres. Donc, bon, vous aviez parlé des résultats. Pour parler des résultats, c'est qu'il faut vous dire qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont menées. Et je peux vous dire qu'en 11 mois, on peut vous dire que nous avons eu une activité qui est très chère maintenant, la journée de réflexion des femmes de la plateforme. Et ça a réuni plus d'une centaine de femmes, toutes obédiences religieuses réunies. Mais au nombre des femmes sensibilisées, on peut compter 105 328 femmes. 105 328 femmes. Et au nombre des jeunes adolescents de 10 à 24 ans, on peut compter 5 877, dont 4 852 filles. Et ça ne suffit pas. Nous avons tenu le dialogue interreligieux à Parakou ici.
en 2 séances où nous avions trouvé plus de 200 jeunes. Mais l'expérience que nous avions apportée comme innovation, c'est que nous avions mis entre 2 leaders religieux un enfant, un jeune, un adolescent. Pourquoi? C'est pour commencer par leur donner un comportement à suivre. Parce que l'enfant capte rapidement. Arrivé à la maison, ils vont pouvoir le faire. Mais aussi aux parents de dire, non, pourquoi m'écarter de mes enfants? Si, à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin d'avoir une femme, donc d'avoir des enfants, je dois aimer ces enfants, je dois leur donner des conseils, je dois les orienter. En un mot, je dois être la pièce centrale de leur éducation, et non la rue, et non les réseaux sociaux, et non les télévisions. Donc, nous avons pas mal d'activités. Nous venons d'installer la cellule départementale. Nous irons dans d'autres départements. Et puis après, avant la fin de cette année, nous aurons encore 8 émissions radio-télévisées. Alors, vraiment, il faut dire que la plateforme existe véritablement, surtout à travers ces activités. Des activités qui se mènent au fur et à mesure. Vous choisissez des thématiques dans le temps également, comme cette période d'émission choisie par la plateforme d'ailleurs. Et tout à l'heure, le président vient de parler de l'orientation de l'enfant. Savoir orienter son enfant. Mais il faut reconnaître qu'il y a des sujets qu'on a du mal quand même à aborder avec ses enfants, comme son garçon. Comment lui parler de la première éjaculation, par exemple, la fille? Comment lui parler des organes génitaux, des règles, de la sexualité en quelque sorte. Ces sujets-là restent, surtout pour nos parents africains, assez sensibles et assez jeunes à aborder. Et j'aimerais bien en parler d'ailleurs avec le vénérable suprême. Comment vous pouvez dire à votre garçon l'éjaculation, la première éjaculation commence à tel moment, ça c'est la première éjaculation, ou à votre fille, lui parler des organes génitaux? Oh, au fait, il faut suivre l'enfant. Et selon son âge, selon ses comportements. Ce n'est pas l'éducation dont nous parlons, ce n'est pas tactique. Ce que je dis à Pierre, c'est ça que je dois dire à Pierrette, non. Il faut suivre d'abord à travers son comportement et son âge et son évolution. Quand tu vois que ta fille a commencé par pousser comment dit-on, les seins, et tu vois que les poils commencent par apparaître, il faut lui dire, tu ne peux pas être adulte, hein. Bientôt maintenant, tu vas remarquer tel changement dans ton corps. Il faut la prêter. Sinon, parfois, elle va trouver ses premières règles, mais elle ne te dira rien. Alors que en sortant, quand on était petit, quand une fille trouve ses règles, on la confie spécialement à une maman qui lui dit comment tu dois te laver, comment tu dois t'habiller, comment tu dois faire ceci. Sinon, tu vas mal sentir. À celui-là, l'odeur là, où nous appelons enfants, c'est moi. Tu vois, non? Donc, pour éviter ça, ces odeurs nauséabondes là, il a des trucs de propriété à suivre. Donc, on ne laisse pas comme ça. Maintenant, je parle de garçon. Quand le garçon commence, il est bien vrai, personne n'apprend comment on fait le rapport sexuel. Ça arrive, mais ça s'apprend aussi. Il y a des cas où le jeune garçon n'a jamais parlé à une fille. On lui dit, voilà ta fille. Et elle ne sait pas comment ça va se passer la nuit. On lui apprend ça. Comment vous pouvez deviner et eux aussi, même avant d'arriver là, et il faut dire que parfois, à un certain âge, l'enfant va commencer par faire des cauchemars. Il faut dire, il peut arriver où tu vas commencer par sentir des choses, où tel liquide va couler de ton pénis, mais ce n'est pas une maladie. Quand ça arrive là, il faut nous dire. À quel âge pensez-vous que vous pouvez dire ce genre de truc, par exemple, à votre garçon? Déjà, à partir de 13 ans, 14 ans, c'est
c'est largement suffisant. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut aussi suivre son comportement. S'il est tout le temps avec les filles, il faut savoir que si lui-même ne commence pas, les filles vont l'entraîner. Donc il faut commencer par lui parler en même temps. Il faut lui dire, le danger qu'il court. Comme l'imam vient de dire, on dit, va à l'école, hein, mais tu vois que nous sommes des pauvres, hein, il faut bien te comporter. Si on ne lui avait pas dit ça, elle ne peut pas comprendre. C'est ça le problème. Donc il faut mettre la main sur des choses dont il ne faut pas dire, non, hein, non, hein, non, ne fais pas, non. Tu dis pourquoi, c'est ça. Mais quand on cache le pourquoi, ils me disent, j'irai découvrir ce pourquoi-là. Et c'est ça qui les amène à découvrir le bien et le mal. Parce qu'en toutes choses, il a le bien et le mal. Le rapport sexuel fait du bien, mais parfois on crie. Ça veut dire que ça fait du bien et du mal. À moins que, en tout cas, je ne suis pas fort. Que faites-vous quand vous êtes face à un enfant qui a tout découvert précocement? Face à un enfant qui a tout découvert précocement. Vous vous dites que mon enfant est encore jeune, mais il y a des enfants assez timides, réservés à la maison, mais assez bouillants dehors. Vous le voyez, il a 12 ans, 10 ans ou 13 ans, mais dehors, c'est lui qui encadre ses amis en quelque sorte. Et que faites-vous face à ce genre? Merci beaucoup. Je vous avais dit entre-temps que on a des normes religieuses. Tout jeune ne doit pas s'approcher de la sexualité avant le mariage. Et voilà que vous me mettez en face d'une fille, par exemple, qui a connu la sexualité avant le mariage et qui a toujours une fugue sexuelle. Et après sensibilisation, on voit qu'il ne peut pas changer. Là, nous sommes obligés de l'amener à prendre une méthode de planning familial. Ça fait un cas particulier. Et vous avez déjà rencontré ces cas, non? Non. Je n'ai pas spécialement rencontré. Ou bien les fidèles n'ont pas eu assez le courage de venir vous dire ça? Peut-être. Moi, je n'ai pas rencontré spécialement. Bon, si c'est un garçon ou fille, on dit en cas de fugue sexuelle, il faut jeûner. Il faut jeûner. On ne s'approche pas de la fille. Si vous êtes garçon, vous attendez le mariage. Bon, je ne sais pas si c'est une fuite en avant de la religion, mais c'est ce que dit la règle. Oui, vous vous contentez de ce que dit la règle ou il y a beaucoup d'informations, des stratégies à adopter avec ces gens? Non, on informe. La première chose, c'est d'informer tout le monde. Qu'ils sachent qu'à partir de tel âge, ceci, on a les règles, bon, comme on a dit, première éjaculation, tout ça, bon, on les informe. Mais on ajoute que c'est pas encore le moment de s'approcher, que c'est bien. La relation sexuelle, c'est un plaisir, tout ça, mais il y a un moment pour aller vers le sexe. Donc, voilà ce qu'on leur dit. Bon, maintenant, je dis en cas de fugue sexuelle, c'est-à-dire une fille qui ne peut pas s'en passer, qui te couche, qui va là, et puis vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, ça veut dire qu'on a déjà raté le dialogue parents et enfants, que ça arrive. On n'a pas été parents très responsables. On a manqué de prier pour ces enfants. En ce moment, vous êtes obligé de l'amener chez un gynécologue ou dans un centre de planning familial pour qu'elle adopte une méthode et qu'on la suive. Pour qu'elle n'amène pas des enfants bâtards. Et encore qu'il y a plus d'enfants bâtards maintenant, puisqu'il peut donner le nom de sa famille. Voilà. Et après, tout à l'heure, il y a le vénérable suprême qui disait qu'en tant qu'il avait du mal à aborder ces sujets-là, disons avec la plateforme en quelque sorte, aujourd'hui il a surpassé tout cela et aujourd'hui il est l'éducateur en quelque sorte. Et quel est l'un des résultats dont l'imam est particulièrement fier à travers cette plateforme-là? Dit à travers la plateforme, mais on dit d'abord à travers ce que je connais. C'est mes filles, j'ai eu cette chance.
elles ont pu terminer leurs études. Elles prient régulièrement. Bon, ça fait ma fierté, ça. Mais c'est Dieu qui a fait. Est-ce qu'il faut s'en remettre à cela? Je disais tout à l'heure que le ministère de la Famille, même lui-même, elle-même, le ministère de la Famille lui-même a reconnu que sans l'aspect religieux, rien ne peut se faire correctement. Et je vous ai dit, ils ont commandité des prières dans tous les départements pour pouvoir aller à l'objectif zéro grossesse. Bon, je ne sais pas où ils en sont maintenant, après nos prières. Et enfin, vous avez prié en tout cas. On a prié. On a prié et on continue de prier. Bon, vous allez dire quelque chose là? Oui, le résultat et quels sont ces résultats? Donc, je suis fier. Voilà. Bon, je suis fier de quelque chose. Les femmes, ils ont pu être sensibilisés et ils ont pu adopter des méthodes. Parce qu'avant, ils avaient honte d'aller dans des centres pour dire qu'ils veulent acheter, qu'ils veulent ci, qu'elles veulent ci, qu'elles veulent ça. Bon, avant, elles peuvent acheter leur pilule chez les banabanas, chez les femmes qui se promènent. Oh, il y a des risques là. Il y a des risques, on leur a montré tout ça. Et on constate que les femmes musulmanes, qui n'étaient pas, qui faisaient tout en cachette, peuvent le faire avec leur mari directement. Aller dans un centre, c'est ça, adopter. Et on a pu aussi les sensibiliser sur le fait qu'il ne faut pas porter un bagage plus lourd que soi. Le Coran dit la yukallifullāhu nafsan. Donc, vous me laissez traduire, vous allez traduire. Allez-y. Ne pas porter une chatte plus lourde que vous. Et nous, les alphas, on a quelque chose dit c'est Dieu. Dieu a dit quelque part que c'est lui qui vous nourrit, vous avec vos enfants. Si bien que, bon, on se dit, bon, on n'a qu'à en faire. On n'a qu'à en faire. Dieu est là pour s'en charger. Donc, ce dont je suis fier, beaucoup d'alphas et d'imams ont compris qu'il faut faire attention maintenant. La limitation, c'est non, mais elle peut s'imposer dans les faits si les parents sont responsables. Parce que quand tu dois payer un BTS à 350 000, payer l'autre enfant à tel sou, et que vous êtes coincé, vous serez obligé de rechercher des moyens pour dire, bon, on va trouver un peu de limites. Président, je suis à vous. La plateforme existe au fur et à mesure. La question qui me vient à cœur, c'est comment la plateforme arrive à faire coexister autant de leaders religieux de différentes obédiences. Comment la plateforme arrive à faire coexister autant de leaders religieux? Mais avant de revenir à cette question, je voudrais revenir un peu en arrière par rapport à ce garçon qui rapidement se trouve avec des éjaculations ou bien la fille qui trouve sa première. Et dit, nos aïeux, nos devanciers, nos penseurs, nos philosophes avaient déjà dit que lorsque l'enfant paraît, le chef de famille applaudit à grand cri. Dès lors qu'on remarque l'enfant avec la première éjaculation, ça fait une fierté pour la famille pour dire « Ah, mon enfant là, il devient déjà garçon. » Du coup, ça appelle une autre forme d'éducation. D'un côté, la surveillance et de l'autre côté, pour bien l'orienter. Oui, mais est-ce qu'on remarque? Le problème, c'est ce qu'on remarque. Deuxième chose, par rapport à la fille, c'est la même chose. Où on dit, ah, attention, elle risque de devenir maman. Et il vaut mieux qu'on la confie à une personne qui la suit de près. D'accord. Bon, il a des manières, on ne va pas s'épiloguer sur ça. On pourra revenir là-dessus. Bon. Et ce ne sont pas des prières qui ont été faites, mais c'est des journées nationales de prière. Ah oui. C'est des journées nationales de prière. Donc, toujours sous l'égide de l'UNFPA. Donc, nous avions fait ces prières dans tout le pays.
Donc, la cohabitation pacifique, elle est de mise. Elle est de mise. Parce que nous connaissons chacun les principes l'un de l'autre. Il ne faut pas briser les principes de l'autre. Ça, c'est la plus simple des choses. Au point que nous allons, vous voyez, sur le plateau, vous avez le chrétien qui est là, vous avez le musulman qui est là, vous avez le communicateur traditionnel qui est là. Et nous travaillons sans heurts, sans tambour, ni trompette. C'est ça qui a étonné. Bon. Et là où je veux en venir, c'est par rapport à cette écoute que les enfants doivent avoir. Parce qu'à un moment donné, on a dit, oui, même si les filles tombent en état de grossesse, elles doivent aller à l'école. D'accord. Mais à un moment donné, on a dit aussi, si c'est un professeur qui fait ça, qui est l'auteur, ça, c'est la perte du job, ça, c'est la prison. Si c'est un élève, c'est la perte. C'est-à-dire, il y a le temps et l'espace qui arrivent. Au point que les enfants même disent à un moment donné, je ne suis pas panthère pour boire du sang, parce qu'on doit pouvoir perdre sa virginité à temps, je dois jouir rapidement de ma sexualité. Donc, il y a ce genre de choses que nous enregistrons et qui constituent des réflexions pour nous, par quelle manière maintenant éduquer notre enfant pour que demain là, on puisse bien parler de cet enfant puisse contribuer au développement du pays. Et contribuer au développement du pays passe d'abord par la maison. Si la maison est bien balayée, la devanture est balayée, le pays est balayé. Et c'est ça qui a fait que j'avais donné un exemple pour dire, voilà l'enfant qui va, le professeur lui parle. Je t'aime. Elle vient à la maison, rapporte ça aux parents. À un moment donné, voilà le professeur dit, d'accord, mais tu viens me voir à la maison, hein, nous allons rester un peu ensemble. La fille rapporte de nouveau. Les parents disent, bon, nous savons que l'âge que tu as maintenant, il y a des gens qui vont t'aimer. Il y a des gens qui vont te demander de venir à la maison, mais dis au professeur de venir nous voir. La suite, il faut te... Et voilà, disons, on va passer à un dernier tour de table très rapidement. Mais avant oui, ça, je commence même avec... Non, avant le dernier tour de table, la coexistence qui vous étonne. Dans quelle famille aujourd'hui, quand vous voyez Dada ensemble avec moi, avec l'imam, ça étonne. Pourquoi ça doit étonner? Dans quelle famille on n'a rien que des chrétiens? Dans quelle famille on n'a que rien que des musulmans? Dans quelle famille on n'a que rien que des endogènes? Non, je ne vais pas changer mon nom de famille, mais dans ma famille, j'ai toutes ces comment dit-on, entités. Dans ma famille, il y a des vaudous, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Et c'est comme ça. Et si nous ne pouvons pas rejeter nos familles, si nous ne pouvons pas rejeter nos frères, nos frères, nos parents, nos soeurs en famille, et c'est dehors qu'on va se rejeter, jamais. Oui, ça, c'est parce que vous l'aviez compris. Puisque on sait comment ça se passe avec les leaders religieux. Aujourd'hui, l'imam est là. Je ne pense pas... peut-être que l'imam a dépassé cette étape-là. Quand sa fille viendra avec un chrétien, la première des choses que nos parents demandent, tu es de quelle religion? Et peut-être que vous avez dépassé cette étape-là. Vous avez... Non, je laisse l'imam même répondre à cette question. Du coup, tu es de quelle religion, tu ne dois pas écouter. Du coup, c'est une exemple vivant. C'est notre réalité et on ne peut que faire avec. Alors, un dernier tour de table très rapide. Bon, le dernier tour de table, là, oui, c'est juste pour dire aux enfants de cesser d'avoir peur des parents. Et aux parents de cesser d'être gendarmes. Et à l'État, de réintroduire la matière qu'on appelle civisme en son temps, ou éveil B, dans les programmes de l'éducation primaire. Parce que c'est juste après primaire que beaucoup de choses se passent. Ah, je suis maintenant grand, je suis collégien, je suis collégienne. Mais si c'est bien éduqué depuis primaire, il saura déjà ce qu'il attend là-bas. Et pour finir, je félicite non seulement les partenaires,
mais je leur dis de nous faciliter la tâche à travers la mise en place des financements. Et je profite pour remercier l'ambassade des Pays-Bas et l'ABMS et UNFPA. Maintenant, pour les autres partenaires qui désirent nous contacter, ils peuvent même taper sur MAP et PNSR, PSA Bénin, siège. Ils vont nous rejoindre à notre siège qui est à Zoka, dans la commune d'Abomey-Caravi, ou nous contacter sur le 51, sinon 00229 51 01 29 et 05. Merci. Et vous avez abordé très rapidement comme ça les difficultés que rencontre la plateforme. Un soutien et des appuis. Et je crois que les partenaires qui vous suivent vous feront certainement. Sinon, nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais il nous faut vraiment l'appui financier. Laissez-moi vous dire qu'après cette émission, vous serez surpris. Merci. Et amen. Vous allez tout de table. Entre parents, enfants, entre mari et femme, sont des choses importantes. Et il faut continuer dans ce sens. Il faut continuer dans ce sens pour que la paix règne dans les maisons. Dès qu'il y a un problème, il faut s'asseoir pour régler ça, même dans la grande famille. Donc, voilà ce que je dirais comme mot de fin. Et je remercie d'abord vous qui nous avez abrités pour cette émission. Je remercie tous les partenaires, en particulier l'ambassade des Pays-Bas, l'UNFPA et tous les consultants qui nous appuient depuis. Et je n'oublie pas aussi mon président, Dada Dabo Pouno Pounan Feu, qui conduit la plateforme avec sa main de... Alors, Président, à tout ça, tout honneur, c'est la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui Mes premiers mots, c'est des mots de remerciement à l'endroit de l'État qui a su qu'il y a des valeurs sur qui il peut compter pour aboutir à son objectif de développement de ce pays, de rendre ce pays émergent. Mais deuxième mot, c'est des mots de remerciement à l'endroit des autorités politico-administratives et sanitaires du département du Borgou et de la commune de Parakou. Mais faut-il remercier les gens sans pouvoir remercier les tuteurs? Si je dis tuteurs, c'est les partenaires techniques et financiers, à savoir l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et l'UNFPA. Et partant de là, l'ABMS qui nous appuie aussi techniquement sur le terrain. Mais ne faut-il pas remercier aussi les leaders religieux qui consacrent une bonne partie de leur temps devant être consacrés pour presque eux à d'autres choses, à s'occuper de la santé de leurs fidèles. Preuve que ces leaders religieux sont en train de répondre favorablement à l'appel des décisions du cinquantenaire de l'indépendance des pays africains, où il est dit que cette Afrique ne peut être sauvée par la renaissance culturelle, sanitaire et autres. Mais nous devons vous remercier parce que vous, en tant qu'acteur du quatrième pouvoir, c'est vous qui relayez ce genre de choses pour que les gens sachent qu'il existe quelque chose, qu'il existe la plateforme des structures religieuses qui s'occupe de la santé de la population en général, y compris vous-même. Merci à vous. C'est nous qui vous Merci remercions. aux parents qui sont en train de nous écouter à la maison. Merci, Majesté. Et c'est ainsi que se referme, fidèles téléspectateurs, cette émission Table Ronde avec pour thème le dialogue parents-enfants sur les thématiques de santé sexuelle et reproductive. Qu'en pensent les leaders religieux? Vous avez pu comprendre à travers leurs différentes interventions
qu'aujourd'hui, le dialogue entre parents et enfants est très capital dans la vie de ces enfants et surtout, il est préférable de leur apporter les bonnes informations, d'échanger sans gêne avec eux sur les questions liées à leur sexualité. Nous avons pu comprendre que la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, PNSR-PS Bénin, est également engagée dans cette lutte et plusieurs actions ont été donc menées dans ce sens. Pour preuve, les différents résultats obtenus depuis la création de cette plateforme qui est donc née le 31 janvier 2017. Alors, je rappelle que j'ai reçu pour vous Sa Majesté Dada Dahabo Rouno II, président PNSR-PS Bénin. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Merci. Avec vous, l'imam Izi Sherif Inoussa, qui est de la mosquée centrale de Kokokodji. Merci à vous et de nous avoir honoré de votre présence. C'était donc un plaisir de partager notre plateau avec vous. Et enfin, nous avons Vénérable Suprême Évangéliste Azoga Célestin, qui est le chargé de communication de la plateforme. Merci également à vous. Et fidèles téléspectateurs, merci à vous également qui nous aviez suivis. C'est toujours un plaisir de vous informer.